Deux présentations. La première, la gestion du patrimoine culturel religieux, tradition et innovation. Cette présentation nous sera présentée par le professeur Andrea Perrone, professeur de droit commercial à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Son curriculum est très riche et vous pouvez le voir dans votre dossier. Je voudrais juste ajouter qu'en tant que dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, nous avons eu la possibilité d'apprécier sa compétence et son professionnalisme, notamment à l'occasion des symposiums sur l'économie que le dicaster a organisés au cours des années passées. Je passe la parole au professeur Perrone. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à Sœur Carmen pour cette introduction si généreuse. Je voudrais brièvement faire quelques remarques sur le contexte dans lequel se trouvent les instituts de vie consacrés en ce qui concerne les biens culturels de type religieux et voir quelles sont les orientations possibles. Alors, je vais commencer par une première observation très rapide, parce que beaucoup de choses ont été déjà dites hier. En fait, beaucoup de choses qu'on a retrouvées aussi dans le message du Saint-Père et le discours du cardinal Ravasi. Le contexte dans lequel les instituts de vie consacrés, d'une manière générale, en ce qui concerne les biens culturels, en ce moment, pose quelques questions. Le premier concerne la baisse des vocations et donc la baisse démographique des instituts. Cela peut rendre difficile la pérennité, la durabilité, c'est-à-dire de justement compter sur ses propres forces. Et puis, il y a la sécularisation radicale à laquelle nous assistons, qui fait que la conscience du sens religieux des biens culturels est réduite. Et cela peut rendre difficile une gestion du patrimoine culturel cohérent avec sa nature spécifique. Troisième remarque, terre à terre, mais importante. Les coûts pour la gestion courante et l'entretien des biens culturels peuvent excéder, et parfois même de manière importante, les sources ordinaires de financement. Donc les dépenses sont plus importantes que les recettes, que les revenus. Je suis un juriste, donc ce sont là des thèmes pour moi assez familiers. La complexité croissante du contexte juridique fait qu'il faut aller au-delà du bon sens. Le cardinal de Avis a parlé du professionnalisme en mentionnant le pape. Donc il faut vraiment un professionnalisme spécifique pour faire face aux problèmes qui se posent dans ce contexte. Alors, si le contexte est celui-là, où pouvons-nous aller? Un mot qui revient souvent dans les interventions du Saint-Père sur les instituts de vie consacrés, c'est la fidélité créative. Dans le diapo, je cite un passage du message de 2016 envoyé par le Saint-Père à la congrégation, justement à l'occasion d'un colloque. Donc, une créativité audacieuse et fidèle, ancrée dans la tradition, selon un discernement,
les instituts sont appelés à une créativité audacieuse et ancrée dans la tradition selon, et c'est là la citation, un discernement qui regarde vers la direction, les buts, le sens et les implications sociales et ecclésiales des choix. La fidélité à la tradition ou la fidélité au charisme ou, comme le cardinal Davis l'a dit hier matin, de manière plus radicale encore, chercher le visage de Dieu. C'est là le point de départ pour que cette fidélité à la tradition offre des orientations pour le choix. Deuxièmement, l'audace créative. Alors, pour donner du contenu à cette expression, eh bien, on peut imaginer une perspective proportionnée aux caractéristiques du contexte que nous vivons. Une audace créative, c'est très beau comme expression. Eh bien, si on veut essayer de donner un contenu plus opérationnel, eh bien, ça veut dire offrir une réponse qui est proportionnée aux sollicitations que le contexte tel qu'il a été décrit présente à chacun d'entre nous. Eh bien, je vais essayer maintenant d'illustrer 3 critères qui, me semble-t-il, peuvent favoriser cette audace créative ancrée dans la tradition. Le premier est élémentaire. C'est la connaissance adéquate de la réalité, dans le sens que si on ne part pas des choses telles qu'elles sont, eh bien, c'est difficile d'avoir une audace créative. Et souvent, on finit par mettre l'accent sur un aspect et oublier, négliger les autres. Donc, une connaissance adéquate de la réalité, ça veut dire être conscient de tous les facteurs, tous les aspects de la réalité. Deuxièmement, une ouverture à la collaboration, aussi bien au sein de l'Église que avec le monde, c'est-à-dire avec la société dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et troisièmement, une contamination intelligente. J'ai appelé, voilà, d'une manière un peu provocatoire, une contamination intelligente avec les outils séculiers. Parce qu'il y a des outils qui sont nés dans le siècle et qui peuvent être utilisés au service du charisme. Alors, je vais essayer d'approfondir ces 3 points. Tout d'abord, une connaissance adéquate de la réalité. J'ai dit tout à l'heure que audace créative veut dire une initiative qui parvient à donner des réponses proportionnées à l'urgence du contexte. Les outils sont nombreux dans ce sens. Je vais en citer 3. Hier, nous avons eu de très beaux exemples. Le catalogage et les archives et l'utilisation d'outils informatiques. Et j'ajouterais éventuellement commun à plusieurs instituts. Parce qu'en effet, s'il y a comme les dépenses sont importantes, si on s'unit, eh bien, on réduit les frais. Et donc, tous ces outils assurent une connaissance ponctuelle du patrimoine culturel. Comme il a été fortement traité, largement traité hier, ce thème, je ne vais pas y insister. Voilà, c'est un point clair. Deuxièmement, et là, c'est des choses qui me concernent de plus près, qui concernent mon travail, eh bien, des systèmes adéquats de comptabilité, c'est-à-dire avoir un contrôle, une maîtrise des chiffres. C'est une manière très simple et tout à fait adéquate pour la gestion courante et surtout pour planifier les activités futures. Et le troisième aspect, c'est le rapport avec le contexte. Et par contexte, j'entends les institutions civiles au sens strict, le gouvernement, et puis le
contexte social c'est-à-dire la société civile. Puis, j'utilise un mot qui est inhabituel peut-être, mais qui est le mot marché. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de contextes dans le monde qui ont des demandes, oui, demandent du patrimoine culturel. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, quand on connaît le contexte, on sait qui on a devant nous, qui sont nos interlocuteurs, et puis savoir comment ça se passe en dehors de nos réalités spécifiques nous permet de trouver des possibilités pour soutenir financièrement nos œuvres, ce qui est important. Alors, le premier aspect est un aspect de l'observation de la réalité des choses. Le deuxième, c'est la perspective, c'est les perspectives. Donc, le cardinal, le préfet et l'archevêque secrétaire ont bien souligné ce point-là, au sens que connaître quelque chose veut dire en connaître les caractéristiques, mais aussi les fins. Les fins. Donc, être conscient du fait que les biens culturels de l'Église sont donc pour la mission de l'Église, et en particulier pour le culte divin, les œuvres d'apostolat sacré, les œuvres de charité, c'est les expressions du code canonique, eh bien, avoir cette forte conscience de ces critères éclaire les choix concrets, et ce, de deux façons. Parce que quand on connaît bien les fins, on risque moins les dérives. Donc, on risque moins d'utiliser les biens culturels pour quelque chose qui n'a rien à voir avec ses buts. Et puis, il y a un critère aussi pour la valorisation de ce bien. Et puis, il me semble que aller de pair, c'est-à-dire d'une part observer la réalité, puis avoir la conscience des buts, des fins, eh bien, c'est quelque chose qui est favorisé par une éducation intégrée, entre guillemets, c'est-à-dire une éducation qui a pour principe justement cela, de tenir compte de ces deux aspects. Donc, on observe la réalité, on la connaît, et on peut en même temps accueillir les sollicitations qui viennent du contexte. Voyons maintenant le deuxième critère, c'est-à-dire l'ouverture à la collaboration. Il me semble que dans un contexte où les ressources sont limitées, il est tout à fait raisonnable d'envisager des formes de collaboration, et dans certains cas aussi, il est raisonnable de déléguer la gestion du patrimoine culturel. On ne peut pas tout faire chez soi quand on n'a pas les ressources nécessaires. De ce point de vue, les directions ou les orientations de la collaboration peuvent être au nombre de deux. Alors, au sein de l'institution ecclésiastique, c'est-à-dire avec donc une collaboration entre instituts avec les autres instituts, ou bien une collaboration avec un diocèse, les conférences épiscopales, le Saint-Siège, ou une collaboration ou ce que j'appellerais les réalités associatives de deuxième niveau, par exemple les fédérations de monastères. Eh bien, pourquoi? Parce que quand on travaille ensemble, on peut partager aussi les poids, les charges qui deviennent trop lourds si on est seul. C'est un enseignement élémentaire, disons, de l'économie politique, mais c'est une idée qu'on peut facilement saisir et justement qu'il faut bien mettre en valeur. Alors, la collaboration. Eh bien, je voudrais faire une remarque à ce propos. Il peut être utile de raisonner en faisant la distinction entre l'orientation et la gestion. Généralement, quand on gère un bien,
On a toujours deux aspects. La gestion, donc les choix concrets, et les orientations, dans quelle direction aller. Alors, on pense souvent que c'est la même personne qui doit faire ces deux choses. Alors, ce n'est pas vrai. Si les ressources sont réduites, on peut penser que la direction, choisir l'orientation revient à celui qui, plus que les autres, peut identifier le critère pour faire les choix opérationnels. Et ce sont les instituts, sans aucun doute. Après, la gestion, comment faire, disons, les choses concrètement, eh bien, on peut déléguer, on peut, voilà, déléguer. Et à qui peut-on déléguer cette gestion? Eh bien, d'autres sujets ecclésiaux, toujours dans la logique de cette collaboration que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui sont peut-être plus experts, qui sont plus spécialisés dans ce qu'on n'arrive pas à faire, ou bien à des laïcs. On a vu hier un très bel exemple, Digi Carmel, ou le Cora, la Cora, pardon. Donc, il y a des laïcs qui sont compétents dans un secteur, donc on peut déléguer la gestion à ces laïcs parce que c'est mieux de voilà, donner des orientations et puis faire agir celui qui est plus apte à le faire. Et le dernier critère, c'est la contamination intelligente avec les outils du monde séculier, ou si vous voulez, les outils séculiers au service du charisme. Alors, sur ce point, je pense que nous avons une base très solide. L'histoire chrétienne montre de manière très évidente que le génie religieux est très fort à apprendre de tous. Et quand il apprend, après, il élabore le modèle selon son identité. Alors là, je vais essayer de vous donner deux exemples. Bon, c'est un peu, je prends un peu des risques là, mais voilà, je vais essayer d'aller dans ce sens. Alors, j'essaie de voir comment ces outils séculiers peuvent servir pour gérer le patrimoine. Alors, quand on parle de collaboration avec des tiers, généralement, on pense au droit privé, donc on peut vendre ou louer, donc disons des outils traditionnels. Alors ces formes dans le monde séculier ont été je ne dis pas dépassées, mais disons qu'il y a d'autres formes qui ont été développées entre, par exemple, les privés et l'État, le particulier et l'État. L'État a des biens très importants, par exemple, qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il n'arrive pas à mettre en valeur. Alors, on a inventé le project financing qui sert justement dans ce sens. Donc, il y a un partenariat entre public et privé et particulier. Alors, le titulaire du bien, ça peut être l'État ou un institut de vie consacré, qui n'arrive pas à bien gérer, à mettre en valeur un bien, le fait gérer un autre sujet. Dans ce cas, c'est un privé qui le fait pour une question d'argent et pas pour d'autres raisons. Mais là encore, on peut penser comment adapter ce modèle et donc qui l'utilise pour... Et donc, on reconnaît que la propriété est de l'État ou de l'Institut et les recettes, donc, sont reconnues aussi. Donc, on couvre les coûts, mais il y a aussi des recettes qui reviennent à l'Institut ou à l'État. Voilà. Je vais donner un exemple concret. Alors, imaginez un monastère qui a devant lui un terrain non cultivé, un terrain vague qui ne sert à rien. Alors imaginez qu'il y a un sujet qui construit
une structure pour accueillir des familles avec des personnes en situation de handicap et qui n'ont pas les moyens pour aller en vacances. Et voilà, donc on permet à des personnes qui n'ont pas les ressources pour le faire d'aller en vacances. Alors, c'est sur un terrain qui appartient au monastère, donc qu'on bâtit, avec des ressources que le sujet privé investit. Mais alors, l'œuvre qui est réalisée ne coïncide pas avec les caractéristiques d'un monastère, mais elle n'est pas non plus, la fin n'est pas éloignée, disons. C'est pour le bien de personne. Mais de cette manière, ce n'est pas un bien culturel, mais un terrain donc qui est mis en valeur pour ces fins-là. Pour les biens culturels, c'est un peu la même chose. On peut imaginer un rapport intelligent avec des sujets particuliers. Un institut de vie consacrée peut rentrer dans la gouvernance de l'activité. Donc, il y a des accords sur comment utiliser le bien, mais en même temps, on peut toujours contrôler comment ce bien est utilisé. Et puis, peut-être qu'en regardant les publicités, vous vous êtes rendu compte que aujourd'hui, toutes les entreprises ont pour thème, un thème important, c'est la responsabilité sociale, environnementale. Alors, je ne vais pas traiter ici la question si c'est artificiel ou si c'est vrai, mais disons que, voilà, cette question se pose. Donc, on cherche des sujets avec qui collaborer pour dire qu'ils font du bien. Voilà, les entreprises qui disent qu'elles font du bien. Alors, je pense qu'une relation intelligente avec ces entreprises ce serait bien. Alors, toujours le monde séculier, mais voyons maintenant les politiques publiques. Hier, il a été rappelé que les biens du patrimoine ecclésiastique sont des biens tout court dans la perspective de l'État. Alors, il faut que ces biens puissent bénéficier des politiques publiques que tous les États mettent en œuvre justement pour mettre en valeur ces biens culturels. Eh bien, le premier exemple, c'est facile. Donc, la protection et la valorisation du patrimoine culturel, c'est donc une activité à but non lucratif typique. Et tous ceux qui font ces activités font justement partie des organismes à but non lucratif. Là, j'ai mis des exemples en Italie ou aux États-Unis. Alors, à travers donc une réduction fiscale ou d'autres moyens, donc on peut mener ces activités. Donc, ce sont des ressources qu'on peut utiliser de manière intelligente. Et là, je parle du plan national de reprise et de résilience en Italie. Alors, il y a des interventions conjoncturelles, et c'est ce qui arrive en Italie en ce moment, qui sont orientées à la valorisation des biens culturels. La citation que vous trouvez ici, c'est un appel d'offres de la région de Ombrie pour la valorisation du patrimoine religieux de cette région. Mais il y a un point important qu'il faut bien comprendre ici. Alors, les financements publics ne sont pas gratuits, dans le sens que les financements publics demandent toujours des projets et une reddition de comptes très articulés qu'on ne peut pas improviser. Donc, il faut respecter toutes les conditions que l'État pose pour accéder à ces financements. Et ça a un coût. Donc, quand on rentre dans ces domaines, il faut être en mesure de faire des bons choix
et des activités de gestion adéquates. Alors, d'une part, il faut évaluer que ça vaille la peine, c'est-à-dire que les coûts ne soient pas plus importants que les bénéfices, que les avantages, et puis quels peuvent être les moyens les plus efficaces pour respecter ce que la loi impose. Et là, on revient à la question du professionnalisme. Le bon sens est toujours utile, mais n'est pas suffisant. Donc, il s'agit de, là encore, éventuellement en se réunissant, de partager ses frais. Et je voudrais terminer avec une note poétique. La situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant a des caractéristiques spécifiques, mais et pose des problèmes qui se sont produits aussi dans le passé. Il y a 90 ans, Thomas Eliot, il y a 90 ans, un grand poète, voilà, a écrit ces vers prononcés par des ouvriers. C'est The Rock et c'est le cœur de cette œuvre. Là où il y a des mains et des machines et de l'argile pour de nouvelles briques. Là où les briques sont tombées, nous allons construire avec une pierre nouvelle. Là où les poutres ont pourri, nous allons construire avec un bois nouveau. Là où les paroles ne sont pas prononcées, nous construirons avec un nouveau langage. Et cette très belle conclusion, il y a un travail commun, une église pour tous et un emploi pour chacun. Chacun a son travail. Merci.